Bonsoir tout le monde, un petit test pour voir si vous m'entendez. Parfait. Alors, j'attends juste que Kamal Ben Mansour me donne le feu vert pour commencer la conférence. Moi, je suis prêt. Je suis assis, j'attends, comme tout le monde. Bonsoir Lala Rizlan. Ben, on est juste en train d'attendre, je reçois des messages. J'attends que Kamal Ben Mansour me donne le feu vert. Moi, je suis prêt à commencer. Parfait, parfait, vous m'entendez, c'est très bien. La Fatim Zara fait. Si Hicham El-Qabli, bonsoir. Kifah Marzouk, bonsoir. Donc, tous ceux qui me disent bonsoir, je leur réponds. Merhaba Sidi Hicham Aïd. Alors, c'est bon. Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, mes chers je vous remercie d'abord d'être présent. Je remercie Dr Kamal Ben Mansour de m'avoir choisi, de m'avoir proposé de faire ce live, de parler des facettes. Donc, comme on a dit hier, je remercie aussi l'ensemble des directeurs de la page Tawassul. C'est vraiment une très très bonne initiative en ce moment où tout va mal, où on est tous confinés, mais l'essentiel est là, c'est qu'on est tous réunis autour d'une bonne cause et qu'on va essayer de s'entraider pour voir un peu l'évolution des choses concernant les facettes dentaires. Donc, je suis encore vraiment désolé parce que j'ai été alerté très en retard par Kamal Mansour. J'aurais voulu préparer et présenter des choses plus professionnelles, mais là, je vais faire avec les moyens du bord. Je vais être, quand on était jeune, on a entendu les DJ, c'est-à-dire les disques jockeys. Là, ce soir, je suis OG, c'est-à-dire ordinateur joker. Je vais switcher d'un ordinateur à un autre, à mon image, à plusieurs choses. Donc, de faire de mon mieux pour vous donner le maximum de ce que je connais. Donc, personnellement, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dr Adnan El-Merini. Je suis installé dans la ville de Marrakech depuis 2001 et comme j'ai dit hier, je fais et je traite les facettes dentaires
Depuis 2009, donc ça fait pratiquement 11 ans que j'en fais. Ce que je vais vous donner ce soir, il y a beaucoup d'évidence-based scientifique et il y a aussi beaucoup de ce que j'appelle moi personnellement l'évidence-based pratique. C'est-à-dire ce que moi j'ai récolté comme expérience et toutes les conneries que j'ai faites et que je ne voudrais pas que vous le fassiez par la suite. Donc là, je vais commencer par vous parler un peu de ce monde merveilleux qui transforme actuellement tous les extraterrestres. Tous les extraterrestres en des personnes avec un sourire extraordinaire, comme nous le montre cette photo, et que vous connaissez sûrement tous. Donc, je ne fais pas partie de cette élite, malheureusement non. Je travaille une dentisterie normale et je fais quelque chose de très simple. C'est peut-être mon seul point fort, c'est que je suis reproductible et je fais les choses dans les normes de l'art pour pouvoir accéder aux résultats que j'ai aujourd'hui. Donc, comme je vous ai dit, ça fait 11 ans que je fais les facettes peut-être, mais détrompez-vous, je ne détiens pas la vérité. Je peux aussi connaître beaucoup de choses et apprendre beaucoup de choses avec vous, comme vous pouvez apprendre avec moi. Donc, on va essayer de s'entraider mutuellement et d'avancer de plus en plus. Donc, à travers les cultures et les temps, donc ça, c'était avant le confinement, tu vois, toutes les cultures avant le confinement. Donc avant le confinement, les gens prenaient vraiment le sourire pour quelque chose d'extraordinaire. Mais il ne faut pas que ce fichu virus nous arrête. Il faudrait aussi qu'on sourie et qu'on sourie tous pour retrouver, comme ces générations-là, le sourire en bouche. Donc le sourire était, comme je disais, était un signe de gaieté, un signe de beauté, un signe de beaucoup de choses. Et c'est pour ça que ça a continué à travers le temps, jusqu'au jour où toutes nos patientes se présentent aujourd'hui, et je suis sûr que vous avez tous aussi eu des cas pareils, c'est qu'il y a des gens qui se présentent dans vos cabinets avec un sourire comme ça, et qui vous disent « Docteur, je veux avoir le même sourire ». Ah, ne me dites pas que vous ne l'avez pas eu, on est tous passés par là. C'est-à-dire qu'elle rentre, elle ne regarde pas ce qu'elle a en bouche, elle ne regarde pas son visage, mais elle regarde le sourire qu'elle a trouvé de Nancy Ajram sur Instagram de je ne sais pas qui pour vous dire je veux le même. Eh bien écoutez, il faut expliquer à ce genre de personnes qu'on est des dentistes, mais qu'on n'est pas quand même des magiciens. C'est-à-dire qu'il faut leur expliquer que tout se précrit dans un visage. Et pour avoir un sourire, il faut qu'on arrive à avoir cette harmonie entre l'ensemble du visage, entre la ligne pupillaire, entre la ligne médiane du visage, et il faut qu'on arrive à une solution ensemble. Et c'est pour ça que le sourire compte tellement beaucoup que là, nous avons deux personnes, nous avons deux sourires. On a un sourire à gauche d'une personne pour ceux qui connaissent le jeu, gardez-le pour vous, mais pour les autres, on va le jouer. Donc, c'est une personne hein, qu'on va essayer tous ensemble de décrire. Et puis de l'autre côté, on a une autre personne avec un autre sourire. C'est-à-dire que ces deux personnes ont le premier a un sourire très timide, pas très sûr de lui, pas très efficace. Et le deuxième, un sourire vraiment, le mec plein d'assurance et plein de tout. Eh bien, quand on va jusqu'au bout de la chose, on voit que ces deux personnes ne font qu'un. C'est Cristiano Ronaldo. Mais sauf que sur la photo de gauche, c'est quelqu'un qui est plus timide et plus réservé. Et sur celle de gauche, nous avons quelqu'un plein d'assurance, avec un sourire, avec des dents. Et c'est ça ce qu'il faut vendre aux patients. Il faut essayer de leur vendre quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire c'est pas une série de facettes qu'on va poser en bouche, mais c'est un ensemble de choses qui va les entraîner vers une assurance totale à la fin. Ces patientes, quand elles viennent chez nous aujourd'hui, elles cherchent le luxe. Ce luxe qu'elles ont cherché partout et par lequel elles veulent se démarquer les unes des autres. Et tout en sachant que chacun a une définition du luxe, mais pour ces patientes, elles viennent pour avoir le résultat qu'elles veulent et avoir
les dents qu'elles veulent. Et c'est pour ça que face à ces exigences esthétiques croissantes de nos patients qui viennent tous les jours au cabinet pour vouloir et avoir ce sourire, ainsi qu'au désir des praticiens et la mode d'être le moins mutilant dans la réalisation de nos actes. Ceci est aussi valable pour tout ce qui est, implantologie, pour tout ce qui est parodontologie. Donc on est toujours maintenant dans les soins et dans les actes les moins mutilants possibles. Et c'est ça ce qui a entraîné que le traitement par les facettes en céramique prend vraiment aujourd'hui toute son importance. Donc, on arrive au vif du sujet et on va vous dire que normalement, pour réussir un traitement par facette, il faut vraiment un plan bien détaillé. Ce plan bien détaillé, vraiment, c'est ce qu'il faut faire pour tous les patients. Donc, premièrement, choisir le patient et choisir son cas. On ne va pas choisir n'importe quel patient et c'est à partir de ce plan détaillé qu'on détaillera tous les points tout à l'heure. Donc, on a le choix du patient et le choix du cas. Ça, c'est le premier point à faire. Après, quand on aura choisi le patient, on va faire ce qu'on appelle le projet esthétique, c'est-à-dire ce fameux projet esthétique qui va nous guider, c'est les rails de tout ce qu'on va faire par la suite. Après le projet esthétique, nous allons définir le type de matériau. Quel type de matériau va-t-on choisir? Pourquoi? Et quelles sont les raisons qui vont nous pousser à choisir ce matériau? Par la suite, on va parler de taille, c'est-à-dire de la préparation basique de ces facettes, comment on va préparer, qu'est-ce qu'on va laisser au prothésiste comme espace nécessaire, la prise d'empreinte par la suite, et puis l'aspect clinique du collage. Donc ça, c'est le plan, si vous voulez le prendre en photo. Voilà, ça c'est le plan qu'il va falloir suivre tout le temps quand on a affaire à un acte pour réalisation de facettes. Donc la première des choses à faire, c'est que quand on parle à nos patients, il faut présenter une vision très simple. La vision très simple, c'est-à-dire que on doit être... J'ai adoré cette phrase que mon ami Gilles, non pas Gilles, mais Stéphane Koubi a prononcée la dernière fois, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit architecte avant d'être dentiste. Il faut penser architecte avant de penser dentisterie. C'est-à-dire que, et tout à l'heure, j'ai pensé à une chose, c'est que quand on était jeune, on entendait une phrase très, très, très souvent chez nos parents et nos grands-parents. C'est Goulik Elf Tremima ou Tremima ou la Drabab Namax. Donc aujourd'hui, je vous dis Tremima ou là un coup de fraise. Donc cette vision simple va montrer à ce patient ce qu'on va lui faire et va lui montrer qu'est-ce qu'on va faire. Et après, il faut être prévisible dès le début. Que tous aujourd'hui, avec tous les outils de réseaux sociaux, les patientes parlent. Et la plupart des patientes, quand elles se voient, la première des choses elles demandent à l'autre, qu'est-ce que ton praticien t'a fait? Donc quand on est prévisible dès le départ, elle va lui dire, écoute, mon praticien m'a montré comment je vais être à la fin. Avant de commencer, oui, il m'a montré, il m'a fait un projet esthétique, il m'a fait un mock-up et on a discuté ensemble et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler. Après, ce qu'il ne faut pas savoir, c'est qu'il y a des règles aussi, puisqu'on est médecin dentiste, il y a des règles scientifiques à respecter. Il va falloir être scientifique dans ses choix, choisir les dents qu'il faut là où il faut. C'est-à-dire choisir le couloir du blanc dans le rose pour pouvoir donner un résultat parfait. Et les deux mots-clés sont méthodologiques et reproductibles. C'est ça ce qui fait que je réussis mes cas ou tu réussis tes cas ou l'autre réussit ses cas, c'est parce qu'il y a une méthodologie. Alors, l'exemple qui me revient à chaque fois, que je dis à chaque fois, c'est que les pilotes de ligne, les pilotes d'avion, sont des gens qui prennent un avion qui décolle tous les jours. Mais ce pilote d'avion même, avant de prendre son avion tous les jours, il passe sa checklist.
Pourquoi? C'est pas parce qu'il ne sait pas démarrer son avion, c'est pas parce qu'il ne sait pas décoller, mais c'est parce que c'est une méthodologie. C'est-à-dire que nous aussi, on doit rentrer dans cette ère d'avoir une méthodologie de travail, d'avoir une checklist. Moi, personnellement, avant de commencer mon cas de facette, quand il s'agit de faire la taille, je suis avec mes assistantes et je fais ma checklist et je vois qu'est-ce qui manque. Je n'ai vraiment pas envie de me stresser quand il s'agit d'une taille. Je n'ai vraiment pas envie de passer la plupart du temps à dire oui, elle est où la fraise, elle est où le... Non, il faut que tout soit là. Il faut que j'ai checké ma liste, j'ai tout ce qu'il faut en table. À ce moment-là, je peux commencer. Et le dernier, la chose sur laquelle j'insiste vraiment, c'est qu'il faut vraiment être reproductible. Et là, je reprends toujours le même exemple que je reprends, que ce soit là où je suis, c'est que reproductible veut dire beaucoup de choses. Quand on est reproductible, c'est-à-dire qu'on va reproduire la même chose avec la même séquence, et on a toujours, quand on reproduit le même geste, on a toujours le même résultat. Donc c'est valable pour un golfeur qui se met devant sa balle quand il y a un seul truc qui ne va pas, sa balle va à droite ou à gauche. Et la reproductibilité la plus plausible, c'est celle de McDonald's. Alors, quand on est dans un pays, on est en voyage, quand on est les habitudes culinaires du pays, on se rue tous vers une chose qu'on connaît très bien, c'est bien sûr le fameux McDo. Pourquoi on se rue là? Parce que c'est reproductible, parce que c'est le même sandwich, c'est le même goût, qu'on soit à Casablanca, à Bali, à New York, en Afrique du Sud, c'est la même chose. Donc ça, c'est les mots-clés sur lesquels il faut vraiment faire très attention, il faut être méthodologique. D'accord? Il faut être méthodologique et il faut être reproductible. Quand ces deux mots vont de pair, je peux vous assurer que vous aurez le même résultat à chaque fois que vous allez finir votre cas. Vous le commencez, vous le finissez, vous aurez la même chose avec M. Abdullah, avec Mme Jihan, avec tout le reste. Et on va rentrer de plus en plus dans le vif du sujet, c'est que le fruit du succès n'est autre que le fruit de coordination entre deux équipes. Entre l'équipe du cabinet, qui est composée bien sûr du dentiste, qui est composée du patient, qui est très très important, et les assistantes. D'accord? Et le laboratoire est la deuxième équipe. Alors le laboratoire aujourd'hui, avec tous les problèmes qu'on a avec les charlatans, avec son mal Esnen, avec Smito, on essaie toujours de les écarter. Ben non, si vous voulez réussir votre cas, premièrement, choisissez comme il se doit votre prothésiste. Si vous arrivez à choisir le prothésiste qui est un vrai prothésiste et que vous le faites, parce que le prothésiste aujourd'hui, il fait partie intégrante de la décision. Donc que ce soit le choix des dents, que ce soit dans la réalisation, donc il faut l'introduire dès le départ. Et d'ailleurs, il faut bannir cette barrière entre nous et les prothésistes, parce que ce que le premier à avoir fait tomber cette barrière, c'est Lorenzo Vanini. Alors Lorenzo Vanini nous a donné une technique qui aujourd'hui est la technique que tout le monde utilise, tout le monde est fier d'utiliser, c'est la stratification de la résine composite. Et bien, Lorenzo Vanini a appris de son prothésiste et il a ramené la stratification du composite directement du laboratoire, et ce n'est autre que la stratification de la céramique. Donc si on abolit et on enlève toutes les différences entre nous et les prothésistes, d'ailleurs moi tous les prothésistes avec qui j'ai travaillé, à qui je rends hommage d'ailleurs ce soir, et avec qui j'ai beaucoup appris, donc ce soir je vais les citer juste par que ce soit le Haj Sadir, que ce soit Si Khalid Ben Qassem, que ce soit Si Mohamed Zahlan, ou que ce soit Jamal Mkhloufi. J'ai beaucoup coordonné avec ces prothésistes et j'ai beaucoup appris des prothésistes. Donc, s'il vous plaît, si vous voulez réussir vos cas, le fruit de coordination entre les équipes du cabinet et l'équipe du laboratoire est indiscutable. Par la suite, il y a un point qui est aussi très important, c'est que
à chaque fois que je parle de cette obligation de résultat, il y a l'image de mon ami à qui je rends hommage aussi ce soir, mon ami Dr Salah Al-Athmani, qui était président du Conseil régional Sud pendant les 2 derniers mandats. Et lors de ma première présentation, il s'était levé. Non, non, il n'y a pas d'obligation de résultat en dentisterie. Et sur une discussion qui n'a pas fini jusqu'au jour d'aujourd'hui, mais en disant à tout le monde que effectivement les patients qui viennent chez nous aujourd'hui ne viennent pas pour un soin dentaire, ne viennent pas pour une rage de dents, ne viennent pas pour un traitement canalaire, ils viennent pour un résultat bien précis. Je veux avoir un joli sourire. Donc, est-ce que tu es capable de me faire un joli sourire? Merhaba. Tu n'es pas capable de me faire un joli sourire? Laisse-moi partir, s'il te plaît, parce que croyez-moi, si vous n'arrivez pas à ce résultat, vous allez à la fin avoir une salle d'attente pleine de personnes qui ne sont pas satisfaites par le truc. Encore, vous ratez un traitement canalaire, ils vont partir. Vous ratez une couronne, ils vont essayer de... Mais vous ratez un traitement par facette, ils vont rester ici. Donc, l'obligation de résultat est très, très importante pour enfin arriver au but du sujet et parler des facettes. Le choix du cas est quelque chose de très important. Donc, le patient va venir et pour 3 raisons. Donc, premièrement, le souhait d'avoir de jolies dents. C'est-à-dire que la forme de vos dents, dans l'interrogatoire, vous allez leur demander ce qu'il y a et ce qu'il n'y a pas. Et le va vous dire, écoutez, docteur, je n'aime pas la forme de mes dents. Ah bon? Donc, il faut voir qu'est-ce qu'on peut faire pour ces dents. Le deuxième souhait, c'est de se faire blanchir les dents. D'accord? Et le troisième, c'est corriger un léger dysfonctionnement. Quoique pour le souhait de se faire blanchir les dents, il y a des gens qui vont dire, écoutez, on peut faire un blanchiment et partir. Moi, personnellement, j'ai eu beaucoup de patientes qui sont venues, qui ont fait leur blanchiment, qui ont fini par faire des facettes parce que tout ce qu'elles voulaient, c'est avoir ces dents blanches dont elles rêvaient toujours. Ce qui nous entraîne vers cet éventail d'indications. Donc, si vous voulez prendre les photos, là, on va voir. Donc, on a 3 types d'indications pour les facettes. On a le type 1, d'accord? Le type 1, ce sont des dents qui sont bien, mais qui sont réfractaires à tout blanchiment. C'est-à-dire que ce soit des dyschromies, que ce soit que le blanchiment ne réussit pas très bien sur cette personne ou autre chose, mais c'est des personnes qui viennent pour le changement de la teinte de leurs dents. Le type 2, ce sont des dents avec une morphologie dentaire qui n'est pas très satisfaisante pour le patient. Donc, ces gens qui viennent pour nous dire, comme j'ai dit tout à l'heure, que voilà, la forme de mes dents ne me plaît pas. Et puis, le troisième, c'est pour des gens qui ont des fractures très importantes et qui se disent que voilà, on va passer aux facettes pour rétablir un peu l'équilibre. Donc, nous revenons aux 3 classifications. D'accord? Et ça, c'est ce que vous allez trouver dans tous les bouquins, et surtout celui de Pascal Mann qui traite la céramique en haut et en large. Donc, le type 1, c'est les dents réfractaires au blanchiment. Le type 2, c'est les modifications morphologiques majeures. Et le type 3, ce sont les restaurations de grande étendue. Alors là, je voudrais parler d'une chose, et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est surtout les modifications morphologiques majeures. Donc, il y a des limites. Premièrement, soyez sûr, le traitement par facette ne remplacera jamais un traitement orthodontique. Jamais. D'accord? Ça, je le dis, je l'avoue, et je suis tout à fait d'accord. Cependant, parfois, on a des patientes qui arrivent, je crois que je vais en même temps, j'étais au J ce soir, ordinateur jockey, et je vais jongler d'un ordinateur à un autre. Et donc là, je vais essayer de vous chercher un cas concernant ces modifications et ce qu'on peut faire.
Donc, c'est un cas d'une patiente qui s'était présentée chez moi il y a pratiquement un an et qui voulait, alors, là, je vais voir, voilà, exactement, voilà. Donc, excusez-moi, là, je vais prendre mon téléphone et je vais passer de l'autre côté. Donc, c'est une patiente, comme je vous ai dit, qui s'est présentée et voilà son problème. D'accord? Donc, c'est vrai que la plupart des gens, d'ailleurs, je respecte, disent que voilà, il faut faire passer par un traitement orthodontique avant de faire les facettes. C'est possible, mais quand on a en face de nous une jeune fille de 25 ans qui n'ose plus ouvrir la bouche et qui est là en détresse et qui vous dit docteur, moi tout ce que je veux c'est que dans une semaine je retrouve le sourire. Écoutez, c'est une indication limite, je dis bien limite, de facettes parce qu'il va falloir redresser cet axe, d'accord? Est-ce qu'il va falloir ressortir cette dent? Est-ce qu'il va falloir... Et c'est là où l'étude et le projet esthétique rentrent en jeu. Et c'est là où c'est très important d'étudier un cas avant de se lancer dans n'importe quoi. Donc je disais que le choix du cas est très important. On ne va pas vers des folies, sauf que, comme le dit mon ami Jafar Mouhi, il faut être à la hauteur de sa grosse gueule. Quand on dit qu'on peut faire n'importe quoi, ben écoute, on attend, on demande et on attend à voir. Donc par la suite, on va passer à quelque chose de très important. Une fois qu'on a classifié et indiqué si on peut faire des facettes ou pas, passer à quelque chose de très important, c'est le type de matériau qu'on va choisir. Quel type de matériau et pourquoi ce matériau? Donc pour le type de matériau, c'est très simple. Il va falloir partir vers des matériaux qui collent. D'accord? Et les matériaux qui vont coller à la dent à partir d'une colle, à partir d'un système de collage, sont soit des céramiques, d'accord? Pas n'importe lesquels, soit les composites. Quel type? Maintenant, c'est vrai que le matériau de choix reste les céramiques, parce que les composites vieillissent très mal, parce que les composites, on n'a pas cet éclat qu'on veut, parce que. Et donc, les matériaux céramiques restent quand même le matériau de choix par excellence. Maintenant, pourquoi les céramiques et quel type de céramique? Il faut être sûr que, premièrement, ce qu'on veut, c'est coller. Donc, les céramiques qu'on va choisir sont ceux qui veulent coller. Donc, si vous ne collez pas, vous ne rentrez pas dans ce monde magnifique de la dentisterie adhésive. Et au fait, quand on parle de facettes, on parle de dentisterie adhésive. Il faut s'affranchir des dogmes de la dentisterie classique et de la dentisterie qu'on connaît, c'est-à-dire celle de la rétention, où la rétention est mécanique. C'est-à-dire il faut oublier tout ce qu'on a connu à travers le temps sur la préparation des dents, la préparation périphérique, la préparation. D'ailleurs, sur les questions que j'ai eues pour préparer mon truc, il y a plusieurs personnes qui me parlent de rétention, qui me parlent de ciment, de scellement, qui me parlent... Dès qu'on rentre dans ce genre de traitement, ben écoutez, il faut oublier le passé. On ne taille plus comme on nous a préparé, on ne scelle plus, mais on colle. Donc, il faut vraiment nous affranchir de tout ça. Et bien sûr, quand on se trompe, c'est pas grave. Parce que même un patient peut être indulgent quand vous vous trompez. Mais par contre, il n'est pas indulgent quand vous n'arrivez pas à rectifier votre erreur. Donc, parfois, on utilise une céramique qu'il ne faut pas utiliser. Par exemple, les céramiques alumineuses, bien que Procera, avec laquelle on faisait beaucoup de facettes dans les années 80, l'alumine casse. Pourquoi? Parce que l'alumine, dans son code génétique, ne peut pas recevoir d'acide. L'alumine, dans son code génétique, ne peut pas danser.
Et donc, si elle ne peut pas être mordancée, elle ne peut pas donner ces micro-reliefs qu'on recherche lors du collage. Et c'est pour ça que l'alumine ne colle pas. Donc, ce n'est pas parce qu'on a une facette qu'on doit la coller, mais parce qu'on a de l'alumine qu'il ne faut pas coller. Donc, déjà, l'alumine est à proscrire. Maintenant, il va falloir choisir dans le reste. Qu'est-ce qu'on peut coller? Donc, l'idéal est pour nous, aujourd'hui dentistes, c'est la vitrocéramique. La vitrocéramique reste quand même une céramique de choix. C'est vrai qu'il y a toujours ce dilemme entre est-ce qu'on met de la vitrocéramique. Donc, quand on parle de vitrocéramique, on parle d'IMAX, ce que tout le monde connaît sous le nom d'IMAX, ou là, on fait de la feldspathie. Donc, les deux sont bonnes. Le seul inconvénient de la feldspathique, c'est que, premièrement, la feldspathique, elle laisse circuler beaucoup plus de lumière que les autres. C'est vrai qu'elle est exceptionnelle, la feldspathique, mais entre de bonnes mains, entre les mains d'un prothésiste qui sait et qui la manipule bien comme il faut. Bien sûr qu'elle est contre-indiquée aussi quand il y a des dyschromies. Donc il y a plusieurs choses qui rentrent dans le choix de ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va prendre de la feldspathique ou là de l'IMAX? Par contre, l'IMAX a quelque chose d'extraordinaire, c'est que esthétiquement, il est parfait. La vitre voyager la lumière, et là on va voir dans pas longtemps qu'en 2010, je crois que c'est juste après, et effectivement, en 2010, il y a eu une étude de la circulation de la lumière à travers les céramiques, à travers les reconstitutions, qui a été faite par l'équipe de Marseille et chapeautée par Marc Gaution, et qui montre le voyage de la lumière et la circulation de la lumière à l'intérieur d'une couronne. Et il a comparé entre une couronne céramo-métallique, une couronne en alumine, une couronne en zircone et une IMAX pressée. Et il s'est rendu compte que la circulation de la lumière dans l'IMAX est beaucoup plus importante et beaucoup plus intéressante et plus belle que dans les autres. C'est vrai qu'en termes de translucidité, la feldspathique est meilleure. Mais la feldspathique a vite ses limites. Dans les sujets dyschromie, par exemple, elle laisse traverser la lumière qu'elle nous ressort cette dyschromie. Donc, et par contre, si on veut masquer et on part vers des épaisseurs plus importantes, là, à ce moment, on tombe dans une facette grisâtre. Et c'est pour ça que, comme je vous ai dit, il faut vraiment que nous, premièrement, on donne excusez-moi parce que là, je viens de lire des questions. Je peux pas faire la présentation et répondre en même temps, mais par contre, j'ai essayé au fur et à mesure de répondre aux anciennes questions. Et on viendra, je vais parler des no-prep et je vais parler de tout ça. Donc ça va venir, Inch'Allah. Donc, qu'est-ce que je disais? Je disais que le voyage et la circulation de la lumière à l'intérieur des céramiques est très importante, surtout au niveau des vitrocéramiques. La feldspathique laisse passer plus de lumière et elle est plus belle, mais il faut qu'elle soit vraiment dans les mains d'un expert. Donc je parlais tout à l'heure de l'image et celle de l'étude faite par Marc Gaution et son équipe, et ils avaient fait de telle manière, ils ont trouvé que la circulation circulait très bien au niveau des feldspathiques, et un peu plus loin, les lingotins ont haute translucidité de l'IMAX, après les low translucidité, après la moyenne opacité, et c'est après que la zircone vient. Donc c'est pour ça que dans le choix de notre céramique, vraiment, ça reste l'IMAX et la feldspathique restent le truc de choix. Maintenant, quand on va revenir à l'IMAX, elle nous propose aussi différentes teintes de céramique pressée. Elle nous présente la HO.
La HO, elle est indiquée, c'est-à-dire la haute opacité, c'est-à-dire que c'est un corps qui est opaque, mais quand on parle d'opacité avec une faible épaisseur, on a toujours une translucidité, quoique minime, mais toujours là. Donc les HO sont là pour, si on veut les mettre, pour masquer, par exemple, quand on veut refaire une dent unitaire, pardon, excusez-moi, une dent unitaire euh, où on a un ancien nid-de-corps en métal qu'on ne veut pas toucher. Donc on essaye on essaie de faire une couronne en H opacité et on essaie en plus de mettre une colle opaque pour masquer ces nid-de-corps. Après, on a la moyenne opacité. La moyenne opacité, on peut la faire que ce soit pour les couronnes ou encore pour les facettes quand il s'agit de dents dépulpées avec une légère dichronie. D'accord. On a la low translucidité, c'est quand on veut faire une seule facette et qu'on veut essayer de reproduire la teinte de la facette qui est à côté. Excusez-moi, je bois un petit coup. Donc je disais que le GTF, la translucidité, c'est-à-dire quand on veut faire la facette au niveau d'une dent, une seule, au niveau par exemple d'une centrale, et pour essayer de ressortir la même circulation de lumière, la même dyschromie, tout ce qu'il y a dans celle qui est à côté, on a le choix d'une low translucidité. Et puis pour la haute translucidité, elle est indiquée aujourd'hui surtout pour des reconstitutions. Vous savez, maintenant on fait vraiment les facettes pelliculées où les patients n'ont pas vraiment besoin de changer beaucoup de choses, ils veulent juste changer la forme de leurs dents ou un truc. On fait une petite préparation, toute minime, et on essaie de partir sur de 0,3 mm et c'est là l'indication de la haute translucidité. Et aujourd'hui, on a parce que si vous avez remarqué, avant, jusqu'à il y a quelques années, il n'y avait que la haute translucidité, et dernièrement, ils ont quand même sorti le lingotin de la moyenne translucidité. Donc, parmi les raisons qui nous aident aussi à choisir l'IMAX, c'est la biologie. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on peut faire beau avec un coût minime. Là, regardez, par exemple, un coût tissulaire minime. On a, je cherche mon stylo, il était là. Voilà, merci. Donc là, si vous remarquez, ça c'est ma clé de contrôle de la taille. Et on voit qu'on a vraiment taillé très, très, très peu. Et une étude a été faite qu'entre la taille d'une dent pour facette, elle va de 5 à, on va dire, 15-20% maximum de la dent, mais vraiment 20% c'est beaucoup, mais en général c'est entre 5 et 13%, alors que quand on taille une dent pour une couronne, on est entre 60 à 75%. Vous voyez un peu la différence entre les deux. On peut vraiment faire beau avec un coût tissulaire très, très minime. Après, on a un parodonte qui est parfait parmi les choses biologiques. C'est-à-dire que ce parodonte, parfait parce qu'en général, si vous remarquez aussi ici, que notre ligne de finition, on essaie toujours de la situer en juxta ou là en supragingival. Très, très rarement, on est en infragingival pour les facettes. Et sauf si quand on a une dyschromie très importante, la différence entre ceux qui restent en supra et le reste de la facette va apparaître comme quelque chose d'extraordinaire. Mais en général, on est là, ce qui fait qu'on a un respect de la gencive. Et c'est pour ça qu'en général, quand on respecte les règles de taille, de collage et tout, on revoit le patient 10 ans après, hein, s'il a une bonne maintenance et tout. Mais vraiment, le parodonte n'aurait pas changé d'un coup. Rien du tout. C'est-à-dire peut-être qu'on aurait une récession biologique, tout à fait normal qu'il aurait eu, même s'il n'avait pas mis de facettes, mais rien d'autre que ça. Après, on a la polyvalence, et ça, c'est extraordinaire dans tout ce qui est IMAX, c'est que on peut, et ça, c'est un cas que j'ai fait que j'ai traité depuis 7-8 ans, et c'est un cas où j'ai eu à faire beaucoup
j'ai eu à faire des couronnes, où j'ai eu à faire, donc si vous remarquez là, je ne sais pas si vous voyez, mais je vais vous montrer. Donc là, à ce niveau, c'est un pontique de bridge. Donc là, j'ai un bridge de 3 éléments. Là et là, j'ai 2 couronnes, donc au niveau de la 11 et de la 12. Et je me suis sorti, pourquoi? Parce que l'IMAX me permet avec une coque d'IMAX, une coque de zircone pour tout ce qui est préparation totale de la dent, et avec une cosmétique adéquate, on arrive à avoir exactement, je vais la prendre en largeur pour vous montrer que, excusez-moi, donc que j'ai exactement la même teinte et la même texture partout. Donc cette polyvalence aussi me pousse personnellement à choisir beaucoup plus l'IMAX quand il s'agit de cas comme ça. Et puis, nous allons venir au vif du sujet pour parler de la planification thérapeutique. Vous savez, moi, les premiers jours, quand on me parlait de ça, tout le monde moi, quand j'ai commencé, j'adorais, tu sais, tu as fait le projet esthétique, où on est le projet esthétique, c'est cette planification thérapeutique qui est vraiment la clé de voûte pour réussir les grosses réhabilitations. C'est-à-dire quand on fait cette étude-là, on ne peut qu'arriver au résultat souhaité. Cette planification et ce projet esthétique est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qu'il nous faut pour le projet esthétique? Et là, je reviens aussi à toutes les conneries que j'ai faites quand j'avais commencé les facettes. Donc, est-ce que vous arrivez à voir ce modèle? Parce que ce qu'il nous faut pour les projets esthétiques pour commencer, ce sont des modèles d'études et puis un protocole photo. On n'est pas là pour parler de la photo, mais on est là pour parler que ce genre de choses, il ne faut pas les avoir. Hein? Je n'ai pas toujours fait que des choses claires, nettes et tout. Non, j'ai pris des empreintes, de mauvaises empreintes. J'avais des bulles d'air partout. Et avec tout ça, je donnais à mon prothésiste et j'étais fier de moi en lui disant « Fais-moi un projet esthétique. » Eh bien, écoutez, sérieusement, avec du recul, avec le temps que j'ai passé à faire les facettes, quand je vois ce genre de choses, je me dis « Ah, qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as osé Zerma donner à ton prothésiste ce genre de choses et lui dire et lui demander. C'est vrai qu'on s'en sortait toujours pas mal, la vérité. C'est-à-dire qu'il arrivait à me sortir un projet esthétique comme je le voulais et tout. Mais de grâce, si vous voulez travailler convenablement, la première des choses qu'il va falloir avoir nickel, ce sont vos modèles. Donc une fois que vous avez adéquat, que vous avez tout ce qu'il faut, là, on peut commencer à parler de projet esthétique. Le projet esthétique, on peut le faire de 3 manières. Soit numérisé par des logiciels de simulation tels que le autre. Donc, il y a maintenant l'Exocam, il y a le DSD simplifié, il y a plusieurs choses. Pour ceux qui sont forts en informatique et qui veulent perdre du temps à réaliser un projet esthétique sur ordinateur, pourquoi pas? Moi, personnellement, je préfère, quoique je commence à m'y mettre, je préfère faire ce que je sais faire le plus, c'est-à-dire travailler sur le fauteuil. Donc, là, la deuxième des choses, c'est des simulations par des facettes préfabriquées. Donc, personnellement, j'utilisais les Edelweiss de chez Ahmed, mais vous pouvez utiliser toutes sortes de facettes préfabriquées que vous trouvez sur le marché, comment ils s'appellent avec Diel Biotech, les River 8 ou autres. Bref, les facettes préfabriquées sont là juste pour montrer au patient que en 2 minutes chrono, on peut lui montrer qu'il peut changer de tête, qu'il peut changer de sourire, mais sans vraiment rien faire avant. C'est juste quelque chose pour lui dire que tu peux avoir mieux que ce que tu as en bouche. Ou là, la méthode classique. Et cette méthode classique, c'est celle que je préconise et celle que j'utilise, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec mon evidence base ou la Smito. Je préfère celle-là parce que c'est celle que je réussis le mieux, c'est celle que je fais le mieux avec mon prothésiste. Je ne vois vraiment pas pourquoi je vais changer.
une équipe qui gagne. Donc, une fois que là, c'est juste pour vous montrer quelques exemples de digital smile design. Pour une fois qu'on a choisi les dents qu'on veut, là, juste là, c'est une patiente qui s'est présentée chez moi avec des résines composites qui avaient mal vieilli, avec un joint qui est vraiment pourri, avec des dents que la nicotine a bien dégradées. Et je prends les facettes, comme je vous ai dit, les facettes préfabriquées, je mets une petite glycérine dessus, je les colle, ça prend 30 secondes et je lui montre et il dit waouh, j'ai rien fait. Moi, j'ai rien fait. Mais je peux juste lui montrer que ces dents peuvent devenir plus jolies que ce qu'elle a et que à ce moment-là, cette femme, je l'avais convaincue en 30 secondes et c'est une femme à qui j'ai refait tout le sourire avec des facettes classiques. Autre cas, c'est ce monsieur qui s'était présenté avec des petites dents, avec un diastème qu'il trouvait de plus en plus grand. Et je lui ai montré aussi la même chose avec des facettes préfabriquées. Ça ne prend vraiment pas de temps et ça peut rapporter gros. Donc, pour faire et pour revenir à ce que je veux et ce que je fais le plus souvent, c'est-à-dire réaliser un projet esthétique classique au laboratoire. Donc, pour réaliser je perds le fil. Excusez-moi. Donc, pour réaliser ce projet esthétique au laboratoire, je fais ce que Pascal Mann a appelé la checklist esthétique. Cette checklist esthétique va parler de 14 points que j'essaie de voir très souvent avec mon prothésiste pour essayer de tomber sur quelque chose de très bien. Donc, la première des choses, vous savez, je ne vais pas trop vous bombarder avec tout ce qui est théorique. Je sais que maintenant, la théorie, on peut la trouver un peu partout. Et je vais vous montrer juste que dans ce bouquin, les restaurations adhésives en céramique de Pascal Mann, vous avez tout ce qu'il faut et vous avez tout ce qu'il faut concernant cette checklist et tout le reste. Bref, Pascal Mann parle de la santé gingivale. C'est vrai qu'il dit que la plupart, enfin, on a tous vu, ne me dites pas que vous n'avez pas vu, que il y a des patients qui viennent et qui veulent faire, et on voit qu'il y a une gencive qui a une récession, une dent gingivale beaucoup plus importante que l'autre. Et puis le praticien, on a vu ça quand il s'agissait de couronne, et je vois toujours ça quand il s'agit de facettes, le praticien qui va aller chercher la gencive là où elle est. C'est-à-dire il place son blanc, même loin de 5 mm de l'autre, il place hadik el-fok, il place sa facette hadi la 11 à 5 mm, la 21 là, et il l'envoie. Mais dès qu'elle met ses facettes, elle se rend compte que pourquoi? Parce qu'on n'a pas cette santé gingivale. Parce que si on n'a pas tout ce qu'il faut, mais qu'il est les facettes. Donc, quand on n'a pas un alignement gingival bien fait, une santé gingivale bien faite et tout, ça ne sert à rien de faire ça. Donc, il va falloir, quand on fait la checklist et quand on essaie de faire le projet esthétique avec notre prothésiste, de fermer les embrasures, voir les axes des dents. Donc, on sait tous que les axes des dents, au niveau des centrales, ils sont légèrement inclinés vers le distal. Donc, voir le zénith du contour gingival, bref, c'est 14 points que Pascal Mann va prendre en considération dans la réalisation de son projet esthétique, que je vais lire rapidement. Donc, la santé gingivale, la fermeture de l'embrasure, l'axe dentaire, le zénith du contour gingival, l'équilibre des festons gingivaux, le niveau du contact interdentaire, c'est très important, les dimensions relatives des dents. Bien sûr, donc les dimensions relatives des dents, il y a des gens qui parlent du nombre d'or, il y a d'autres qui se mettent au. Moi, le plus important pour moi, c'est où placer le blanc. C'est-à-dire comment répartir ces espaces qu'on a existants et où doit-on mettre le couloir de blanc par rapport au rose pour avoir cette harmonie. C'est ça le plus important. Donc les formes dentaires, la caractérisation de la dent, l'état de la surface, la couleur ou la teinte, la configuration des bords incisives,
Donc, est-ce qu'on va faire les mamelons ou pas? La ligne des lèvres inférieures, parce que quand on sourit, il faut que cette ligne des lèvres inférieures touche ou effleure légèrement le bord libre des dents et la symétrie du sourire. Donc, si on essaie de voir cette checklist à chaque fois avec notre prothésiste, on arrivera à faire un projet esthétique vraiment dans les règles de l'art. Donc là, c'est une photo qui résume un peu les 14 points de la checklist esthétique de Pascal Mann. Et puis, on va passer à des réalisations. C'est des choses que j'ai faites, oui. Est-ce que j'en suis content? Non. Mais, vous voyez, c'est-à-dire que, regardez, là par exemple, là j'ai une bulle d'air et j'ai un menton extraordinaire. Donc déjà, je ne peux pas vérifier la ligne que je viens de décrire du sourire avec la lèvre inférieure. Là, on a aussi des... Donc, s'il vous plaît, je continue à le dire. J'ai travaillé comme ça. Je ne vous dis pas que tout était rose depuis le départ. Mais j'ai appris. Et j'espère que je vous donne l'essentiel pour ne pas faire les mêmes bêtises que moi. Donc, ça aussi, on a un cas, même chose. Donc, le premier modèle est vraiment déployable. Heureusement que son rôle, c'était de me faire un projet esthétique et il me fait le projet esthétique. Alors, souvenez-vous bien de ce projet esthétique parce que celui-là, on va parler tout à l'heure d'une chose et je vais vous dire comme le modèle que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, ce modèle, au fait, le prothésiste prend le premier modèle que je lui donne, il fait un wax-up. Le wax-up, c'est-à-dire qu'il va confectionner son wax-up avec de la cire. Une fois finalisé et qu'on a validé tous les deux, il prend une empreinte sur le wax-up et il le coule. D'accord? Donc, arrivé jusque-là, on est d'accord. Je vais vous dire par la suite qu'est-ce qu'il en fait. D'accord? Donc, là, c'est des projets esthétiques. Une fois que les projets esthétiques sont là, on va passer à la réalisation de la clé en silicone. Bon, je crois que la clé en silicone, tout le monde la réalise chez lui, même pour faire des prothèses provisoires sur couronne. Donc, on a deux boîtes de silicone par addition, un lourd et un light, qu'on mélange, on met la clé. Par la suite, on injecte du light à l'intérieur, on reprend une deuxième empreinte et puis on va festonner les points interdentaires pour évacuer. Par la suite, quand on va utiliser pour évacuer la résine qu'on va utiliser pour les provisoires ou là pour transformer le wax-up en masque, en masque ou là en mocap. En parlant anglais, on va dire le mocap, ça fait bien. Bref, donc une fois qu'on a réalisé, on peut réaliser avec n'importe quel silicone que vous avez. Donc ce que je vous montre ici, vous n'êtes pas obligé de choisir le même matériau. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Donc une fois qu'on a fait ça, on prend de la résine qu'on met pour avoir le projet esthétique, le transfert du projet esthétique en bouche et qu'on va mettre à l'intérieur, qu'on va injecter à l'intérieur de notre clé en silicone et qu'on va mettre en bouche. Alors tout à l'heure, quand je vous ai montré, je vais revenir rapidement, quand je vous ai montré ce modèle, je vous ai dit, souvenez-vous du modèle. Donc moi, au cabinet, j'ai deux manières de faire le wax-up au lieu de faire par la suite les provisoires. Parce que cette même clé va me servir à faire le wax-up ou le provisoire. Et avec le modèle que je vous ai montré, par la suite, mon prothésiste il confectionne dessus une comment on appelle ça, thermoformable avec le truc thermoformable, comme pour les gouttières de blanchiment et tout. Et c'est avec ça que je réalise surtout mes provisoires parce que j'ai une texture par la suite, une texture de la résine qui est juste exceptionnelle et qui me permet d'avoir un résultat esthétique très, 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 très satisfaisant. Donc, une fois qu'on a réalisé notre projet esthétique, qu'on a réalisé notre clé, on va passer à l'essayage de ce projet esthétique en bouche et on va voir
quelle sera la réaction du patient? Bon, j'avais des vidéos et tout, mais je sais que vu la manière avec laquelle je me suis pris, le retard et tout le reste, que ça n'allait pas être vu comme il se doit. Donc, je préfère juste vous en parler. Donc, on remplit notre clé en silicone, on la transfère en bouche. Donc, à partir de ces petits puits, la résine va s'échapper et on aura un projet esthétique très, très bien sur lequel on va discuter avec le patient, voir si tout va bien. Hein, si la longueur des incisives lui va bien, si esthétiquement il ne trouve aucune remarque, d'accord. Et après, à ce moment-là, ben, s'il est d'accord, on peut commencer à tailler nos dents. Et la taille des dents, elle se fait surtout sur le projet esthétique. Alors là, c'est très important et auquel il faut faire vraiment attention. Donc déjà, parce que parmi les questions que j'ai eues tout à l'heure, il y a une dentiste, excusez-moi, je cherche dans mes papiers. Alors, avant de commencer la taille, donc il y a une dentiste qui m'a dit, excusez-moi, ah, très bien. Comment gérer la taille en présence de caries proximales? Mais très chère consoeur, quand on a des caries, on ne commence pas à tailler. Donc, on est déjà d'accord qu'on ne peut pas tailler quand on a des caries. Il faut, avant de commencer la taille, mettre en condition toute la cavité buccale. C'est-à-dire que s'il y a un problème parodontal, qu'on le règle. S'il y a un défaut parodontal, on le règle par gingivoplastie. S'il y a des caries, on les soigne. S'il y a quoi que ce soit, on le fait. Donc si on a une petite carie proximale, on la soigne. On la soigne avant, sauf si elle est vraiment minime et qu'on se dit qu'on peut l'enlever. Mais là, c'est vraiment une carie naissante. À ce moment-là, oui. À ce moment-là, on peut travailler et tailler, mais tailler une carie ou qu'on a quoi que ce soit en bouche, non. Je dis et je le redis, les facettes sont une cerise sur le gâteau. Le gâteau, s'il n'est pas bon, il n'est pas bon. Le gâteau, s'il n'est pas joli, il n'est pas joli. Donc, on ne peut pas venir et mettre la cerise sur un gâteau qui est totalement raté. D'accord? Donc, à ce moment-là, on va commencer notre préparation. Donc, la préparation est la règle la plus importante parce que dans tout ce qu'on faisait avant, on taillait par rapport à un volume initial. C'est-à-dire qu'on avait une dent. Et on commence à tailler la dent selon l'axe de la dent. Et on taille, et on taille, et on taille. Alors, pour les facettes, ce n'est pas du tout ça, parce que pour les facettes, il faut tailler par rapport au volume final. C'est-à-dire qu'on a mis le projet esthétique en bouche. Hein. Une fois que le projet esthétique en bouche et que la patiente a son masque qui masque ses dents, qu'elle est d'accord, on commence à tailler par rapport à ce volume final. Pourquoi? Parce qu'on voudrait que toutes les facettes aient la même épaisseur, et donc il faut qu'elles aient toutes le même espace. On va donner le même espace pour toutes les facettes au prothésiste, c'est-à-dire pour la dent qui sort ou pour la dent qui rentre, c'est exactement la même épaisseur qui sera donnée au prothésiste. Donc la préparation a vu des changements depuis les années 80 et 90, et cela grâce à l'évolution des techniques premièrement, et surtout de l'industrie des produits de collage par la suite. Donc, dans les années 80 et 90, et donc je crois que c'était Paul Miara et collaborateurs qui taillaient vraiment une grosse partie de la dent, qui laissait une épaisseur de 1 à 1,5 mm. Et on a commencé à voir les échecs, mais les échecs aussi on les avait parce qu'ils faisaient
il faisait des facettes avec de la céramique qui ne collait pas. Comme je vous ai dit tout à l'heure, l'alumine par exemple, toutes les facettes qui ont été faites à base d'alumine ont cassé par la suite. Pourquoi? Parce que l'alumine, dans son code génétique, ne peut pas être collé. Et c'est pour ça que l'évolution a fait qu'entre les années 90 et 2000, on est parti en se disant on va faire un recul, hein, et c'est là où on est passé vers là, d'accord? Et on a commencé à faire le recul. On a commencé à faire le recul, on commençait aussi à avoir des cols qui évoluaient avec le temps, et les résultats commençaient à être plus intéressants. Mais on s'est rendu compte aussi qu'au milieu des années 2000, que cette partie-là est une zone de maximum de stress, et qu'avoir un joint à ce niveau n'arrangeait pas trop les choses, et qu'on avait beaucoup de fractures. C'est pour ça qu'on est passé fin des années 2000 vers 2010 à faire cette petite marche d'escalier, hein, qui nous assurait juste une assise et la facette qui prenait tout le reste. Donc on ne fait plus de recul. C'est pour ça que j'ai vu aussi tout à l'heure dans des questions réussir le recul, pas réussir le recul. Personnellement, je ne fais plus de recul, d'accord. Et deuxièmement, c'est-à-dire que les tendances actuelles ne sont même pas à la petite marche, parce que les tendances actuelles sont à des préparations pelliculaires. Et c'est des préparations qui font 0,3 et 0,4 mm. Donc tout ça va venir par la suite. Donc les fraises qui va nous falloir pour tailler, ce sont ces fraises-là. Donc on a premièrement cette fraise qui est très importante, qui est une fraise c'est une fraise de contrôle de profondeur. Cette fraise est constituée, comme vous la voyez, de 3 parties actives et de parties inactives à l'intérieur. Donc quand les parties actives travaillent, dès que la partie inactive arrive au niveau, je dis que toujours on travaille sur le projet esthétique. Une fois qu'on arrive au niveau de cette résine-là, ben on ne peut plus évoluer, et là on a déjà notre... Cette fraise a été inventée par celui qui a révolutionné les facettes, donc c'est Gareth Gurel, et aussi je peux vous dire que c'est Galip Gurel, et je peux vous dire que Galip Gurel a révolutionné tout ce qui est dentisterie esthétique et les facettes. Donc il a aussi un bouquin qui s'appelle Les facettes en céramique. Enfin, moi je vous parle de mes livres de chevet, c'est-à-dire avant de dormir le soir, je prends un des livres et je commence à lire. Donc Galip Gurel est quelqu'un d'exceptionnel qui a révolutionné le monde, et c'est lui à qui on a l'invention de cette fraise-là. Quand on n'a pas cette fraise-là et que cette fraise-là elle est calibrée à 0,5 mm, on peut utiliser une fraise boule. On peut utiliser une fraise boule comment? C'est juste que la partie, la boule faisant 0,14 mm et que la moitié fait 0,7. Si on enlève le manche à l'intérieur, ça nous fait 0,5, et on peut calibrer notre taille à 0,5 mm de profondeur, toujours par rapport au projet esthétique final. Donc par la suite, on passe à la taille. C'est juste pour aplatir la différence que nous a laissé cette fraise ou celle-là, avec une fraise bague bleue, congée, et après on fait avec une granulométrie plus fine une bague rouge, et on finit par une bague jaune qui va nous rendre la surface de la dent un peu plus lisse. Le plus important aussi, c'est de travailler sur les 3 axes. Donc on commence déjà par aplatir ces différences que nous laisse la première fraise. Donc on aplatit sur l'axe au milieu de la dent, et après on va attaquer le côté cervical, et là ça fait un deuxième axe, et à la fin on descend vers les deux derniers millimètres en incisale pour les faire plonger vers l'intérieur, pour que la dent ne soit pas sortante quand on l'aura prise de chez le prothésiste. Voilà un autre type de fraise marqueur de profondeur. Donc celle-là, elle a un embout plat, c'est rien de spécial. Et là, je vais vous montrer un petit cas où on a des dents qui ne sont pas tout à fait alignées.
hein, où je reviens à ce que j'ai dit au début, c'est un cas qui pourrait être destiné à faire de l'orthodontie avant pour aligner les axes des dents, les couronnes des dents et par la suite faire nos facettes. Or, la patiente voulait faire des facettes directement. Et là, si vous remarquez, l'axe de la 22, de la 21 et de la 11 ne sont pas du tout égaux, enfin, ne sont pas du tout identiques. Donc là, on place le projet esthétique dans la bouche de la patiente. Et là, on voit qu'on a récupéré les dents qui sont vraiment dans le même axe. On fait travailler, là, pour ce cas, j'avais travaillé avec la fraise boule parce que je n'avais pas de fraise qui contrôle la profondeur. Donc, comme je vous ai dit, on fait des marques de 0,5 mm et normalement au niveau de l'incisale de 1,5 mm. Voilà, on enlève le projet esthétique, on trace, ça c'est un cas qui a 8-9 ans, donc on trace avec le crayon noir la partie la plus profonde, on prend la bague bleue, on règle, on essaie d'effacer le crayon laissé, donc regardez là, on n'a plus de traces de crayon, on a les deux dents qui sont bien taillées. D'accord. On fait de même pour toutes les dents. On contrôle à chaque fois, moi je contrôle jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai 11 ans de pratique de facettes, je fais toujours 2 clés. Une clé pour réaliser mon projet esthétique, pour contrôler, pour projet esthétique et le provisoire à la fin, et une clé pour contrôler si j'ai laissé assez d'épaisseur à mon prothésiste. Parce que les prothésistes, je les défends tout le temps, ils ne sont pas des magiciens. Si vous ne leur donnez pas assez d'épaisseur, ils ne vous feront pas des facettes jolies. Donc il faut vraiment leur donner le maximum pour qu'ils puissent faire le maximum. Donc une fois qu'on a contrôlé, regardez, vous vous souvenez, au début, je vous avais montré que la 12, que la 22, la 21 et la 11 n'avaient pas le même axe. Maintenant, après taille de toutes les dents, hein, parce qu'il y a des dents que j'ai vraiment taillées, et puis je me rappelle qu'au niveau de la 22, j'avais fait un peu de câlinothérapie. J'ai fait des câlins au niveau de la dent, juste pour toucher légèrement la dent. Mais mon projet esthétique ne me permettait pas de tailler comme il se doit. Donc voilà, avant, et le cas une fois taillé, que toutes les dents soient sur la même longueur d'onde. Je finis par passer un petit coup de cupule pour laisser une surface lisse. Je vous expliquerai pourquoi après, quand on va faire la partie destinée au collage. Et je remets mon provisoire. Mais avant de remettre le provisoire, je crois que c'est une image qui a glissé entre deux. Donc ouais, effectivement. Donc là, je vais vous montrer les étapes. Donc la première image, c'est les dents de la patiente. La deuxième, c'est avec un projet esthétique. La troisième, les dents que j'ai commencé à tailler. Je marque sur la quatrième. Je commence à tailler ici. Donc une fois que la taille est terminée, et je mets mon provisoire, toujours avec la même résine dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et au fait, pour ceux qui m'ont demandé les résines, les types de résines, personnellement, j'ai chez moi 4 types de résines. Je vais vous les citer, je vais vous dire de chez qui les acheter. Alors, j'ai le Luxatimp de chez MG que vous allez trouver chez McDomar. J'ai l'Acritimp de Zermac que vous allez trouver chez Benidorm. J'ai le ProTimp de 3M chez SBSD, Jawed. Et j'ai l'Expertimp de Ultradent que vous allez trouver chez Ahmed. Donc les 4. Je suis désolé si Mohamed Adnan, je sais que c'est flou, mais c'est juste pour vous montrer un peu comment on fait. C'est vrai que la transmission dans ces conditions n'est pas
celle qu'on souhaite le plus avoir, mais là, on fait avec les moyens du bord parce que... Donc, une fois qu'on a fini, on va passer à l'empreinte. Pour prendre l'empreinte, on va passer un fil rétracteur sur toutes les faces antérieures des dents. D'accord? Et je passe un petit strip abrasif entre les dents, ou là un petit disque abrasif, pour laisser un petit espace. Vous avez vu, je ne sais pas si vous arrivez à voir, là, là. Et ce petit fil a beaucoup d'intérêt pour moi et surtout pour mon prothésiste parce que ça va lui permettre premièrement de passer pour fractionner ces modèles. Ça va me permettre à moi de ne pas avoir de smito, pour ne pas avoir de déchirement de mon produit d'empreinte. Et donc, c'est pour ça que je passe les strips abrasifs ou là, le disque abrasif. Et puis, je prends mon empreinte avec... Alors, vous avez le choix de prendre votre empreinte avec ce que vous prenez comme empreinte normalement. Si vous prenez votre empreinte avec un double mélange simultané, faites-le. Si vous faites en 2 temps, faites-le. Vous pouvez faire comme vous voulez. Là depuis un moment, personnellement, j'ai commencé à prendre mon empreinte avec une empreinte numérique. Donc, je vais vous montrer juste un petit cas. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il est très important de bien réfléchir, de bien prendre la décision avant de commencer à tailler. Prendre le temps d'étudier son cas. Là, c'est quelqu'un qui s'est présenté chez moi et il n'y a pas très longtemps. Je crois que c'est un de mes derniers cas avant le confinement. Là, c'est quelqu'un qui s'est présenté chez moi au cabinet et vous voyez, si je n'avais pas pris le temps d'étudier mon cas, de faire mon projet esthétique et tout, je lui aurais dit oui, je vous fais ça tout de suite, je vais vous faire des facettes au niveau de la 21, 22, 11 et 13, gagner de l'espace, vous faire un implant ici. Eh bien non, j'ai pris le temps d'étudier mon cas. J'ai vu que ces dents, parce que c'est quelqu'un qui, je ne sais pas si vous le remarquez, mais il a déjà des taquets d'Invisalign. C'est quelqu'un qui a fait son traitement d'Invisalign, qui n'a pas réussi et qui voulait absolument en finir avec ses dents et donc qui voulait une solution rapide. Donc là, j'ai finalement pris la décision, puisque cette dent est déjà dévitalisée, de tailler la 11 et la 13, de faire un bridge 11-13 et puis de faire le reste le reste, je l'ai fait effectivement en facettes. Donc, la taille, voilà. Et l'un des avantages aussi de l'empreinte numérique, c'est que dès que tu termines, tu peux contrôler tes tailles. Tu peux voir si la ligne de finition est bien visible, parce qu'il faut bien que le prothésiste ait aussi quelque chose de visible. Hein. Voir si j'ai laissé assez d'espace, contrôler toujours les lignes de finition et pouvoir dire, parfois on regarde et on trouve qu'on n'a pas fait ce qu'il faut faire, on reprend. Donc c'est pour ça que l'empreinte, chacun prend son empreinte avec ce qu'il a comme matériau. S'il a une empreinte numérique, ben, qu'il aille avec l'empreinte numérique. Une année que j'ai mon intraoral, c'est à peine le 3e ou le 4e cas que je fais avec de longues étendues. C'est-à-dire que je fais tout autre. J'ai commencé petit, je m'en sors de plus en plus. Alhamdulillah. Donc, une fois qu'on a pris l'empreinte,
les empreintes. Voilà, mes chers consoeurs et confrères, j'espère que je n'ai pas été très très long, que c'était plus ou moins efficace et que j'espère que j'ai été à la hauteur de vos attentes. Et soyez indulgents. J'ai fait comme j'ai pu avec le changement d'ordinateur, le truc et tout. Et j'espère vous revoir mercredi. La question de Dr Bouchra Al-Wafi qui m'a dit comment réussir un bon retour lors de la préparation. Moi, comme j'ai dit à Bouchra, moi personnellement aujourd'hui je ne fais plus de retour. Maintenant, et crois-moi, le résultat est le même. J'ai fait avec le retour il y a un moment, mais là actuellement je ne fais plus de retour. Et je fais juste la marche d'escalier pour ce mytho. Maintenant, si tu veux vraiment, tu insistes pour que tu sois plus rassuré, ben écoute, tu peux aller un tout petit peu, on va dire 1 à 2 mm, mais c'est au maximum de t'éloigner de, 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 de cette zone de maximum de stress vers le cingulum et essayer de faire un peu plus bas. D'accord. Alors, il y a une question que j'avais trouvée très intéressante par Bed Mohamed. L'atteinte idéale du patient. Alors, c'est bête, l'atteinte idéale, euh, l'atteinte du patient, quand il s'agit de patients qui se présentent pour euh, une reconstitution complète. Là, il n'y a pas de problème. Parce que choisir. En général, les patients viennent pour réhabilitation complète. Et ils sont là. Tu vois, mais crois-moi, au bout de 2 3 semaines, parce que l'image que ce patient a de lui, avec ses dents, que ce soit trop blanches, moins blanches, parce que la plupart des temps, je rencontre des consoeurs et des confrères qui me disent ah ouais, moi je ne ferai pas aussi blanc et tout. Eh ben, si tu ne veux pas accepter le choix du patient, moi, à mon avis,
Donc, excusez-moi, je remets mes lunettes. Alors, comme je vous ai montré tout à l'heure, la bouche, là, je te soulage. Alors, pour beaucoup de coupures, je suis désolé. Hein. Je suis désolé, je ne savais pas qu'il y avait des coupures. Si Youssef Sebani me dit beaucoup de coupures. Je suis désolé. Tessalat al-Maghreb, réseau comme ça. Donc je disais, ouais, pour la temporisation, moi j'utilise, comme je vous ai montré tout à l'heure, les résines. Pas tout le temps indiqué. Moi, la vérité, les no prep, le nombre de fois où j'ai fait des no prep, c'est vrai que quand quand le cas le permet, c'est exceptionnel. Mais pas très souvent, ça nous permet de faire des no prep. Bon, mes amis.